Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et aujourd'hui dans ce 101% il va y avoir un reportage, il va y avoir Temps perdu et on terminera avec Retro and Magic, mais on commence, on commence par les news parce que sinon Pierre-Alexandre il n'aurait pas travaillé. Quoique depuis quelques temps, je trouve qu'il traîne pas mal dans les bureaux Pierre-Alexandre. C'est pas que j'ai envie de balancer sur la vie des gens qui a No Life que vous ne voyez pas toujours à l'antenne, mais Pierre là... Soi-disant qu'on n'a pas internet, qu'il peut pas travailler. Un peu feignant quand même. Mais c'est quelqu'un de gentil, sympa. C'est Caroline qui dit ça. On regarde les news. Ubisoft a mis à la disposition des joueurs un second DLC payant pour le sympathique Tom Clancy's Hogs. Disponible sur le PSN et le Xbox Live pour un prix avoisinant 5 €, ce pack contient tout un tas d'avions américains actuels et futuristes qui viennent s'ajouter aux dizaines d'autres présents dans le jeu. Pour les connaisseurs, il s'agit du F-4 Phantom II, du célèbre Blackbird, du bombardier F-111 Aardvark, du très design A-12 Avenger et enfin du Peak Eagle, développé à partir du F-15. Si tout cela ne vous dit rien, rendez-vous sur le site officiel du jeu pour se faire une petite idée de la tête de ces avions. L'une des particularités de Fuel, l'un des jeux de course tout-terrain les plus attendus du moment, c'est que le jeu proposera plusieurs environnements ouverts gigantesques. On parle de près de 14 000 km² au total. Cette vidéo, placée sous le signe de l'humour, a donc pour vocation de présenter le système de GPS, qui sera plus qu'utile aux joueurs pour se repérer dans ces décors démesurément grands. Le jeu sortira le 28 mai prochain sur 360, PS3 et PC. Présenté lors de l'E-Cube 2008, MAG pour Massive Action Game est le dernier projet en date de Zipper Interactive, les concepteurs de la série SOCOM. Pas étonnant donc que ce jeu de shoot à la troisième personne soit orienté multijoueur, la spécialité du développeur américain. SOCOM était à l'époque l'un des premiers jeux à proposer un mode online gratuit sur PlayStation 2. MAG pourra quant à lui accueillir simultanément jusqu'à 256 joueurs, répartis dans des petites escouades de 8 unités. Pour ce qui est du gameplay, le jeu proposera des affrontements à pied et à bord de véhicules. Comme dans SOCOM, l'aspect tactique sera primordial pour déterminer le vainqueur de chaque bataille. Le joueur aura d'ailleurs plus ou moins de responsabilités au sein de chaque équipe en fonction de son expérience et de l'évolution qu'il a souhaité donner à la carrière de son personnage. MAG est attendu pour l'automne prochain uniquement sur PS3. Pour conclure les news, voici l'une des dernières vidéos de Terminator Renaissance. Pour rappel, malgré sa sortie calée à la fin du mois et donc très proche de celle du 4e film, il ne s'agira pas d'une adaptation de celui-ci, puisque l'histoire prendra place 2 ans avant le long métrage. Les éléments du jeu et du film se suivront donc et on espère d'ailleurs qu'il n'y aura pas de grosses incohérences. Ce sera en tout cas l'occasion d'en savoir un peu plus sur l'univers de la saga avant de se rendre au cinéma début juin. Tout de suite, dans 101%, c'est un reportage, le reportage de... Alors attendez, je me rapproche parce que mes yeux, ils n'arrivent pas à lire, alors vu que c'est du japonais français. Takahashi Keta, hein. Voilà, alors c'est un reportage, normalement. Parce que je veux pas dire, mais des fois quand même, Davy, il annonce des trucs, hein, ou Benoît, et puis c'est pas ça qui passe. Parce que la personne qui devait faire le reportage, il n'a pas eu le temps de le faire. Ou alors, il y a quelqu'un qui l'a pas mixé, par exemple. Ça arrive. Bon, après, les gens qui mixent pas, des fois, c'est parce qu'ils ont trop de travail. Hein. Ou qui jouent à Street Fighter 4. Non, à Street Fighter sur la borne, en fait.
Non, non. Et puis, enfin, là, on a bien de la chance parce que là, on a un planning. Parce que je peux annoncer les trucs. Parce que des fois, on n'en a pas. C'est pas grave, hein. On fait pas une chaîne, on fait un fanzine. Alors, on regarde le reportage. Takahashi Keita est un développeur à part. Lunaire, très décontracté, franc du collier, ce n'est pas quelqu'un qui aime s'épancher sur ses créations et son parcours. Pourtant, c'est l'une des personnalités les plus créatives du petit monde du jeu vidéo aujourd'hui. Il suffit pour s'en convaincre de se remémorer le titre qu'il a fait connaître, Katamari Damacy, sorti en 2004 sur PlayStation 2. La même année, la console Sony accueillit une multitude de suites, comme Metal Gear Solid 3, GTA San Andreas, Burnout 3 Takedown, des titres ultra médiatisés que tout le monde attendait, destinés à reproduire une expérience de jeu ayant déjà fait ses preuves. Des titres qui créaient l'événement plus que la surprise. Et au milieu de ce dernier, un jeu a pris tout le monde au dépourvu, comme une claque amicale sur les fesses suivie d'un grand éclat de rire. Son nom, Katamari Damacy. Il proposait de jouer un jeune prince chargé de recréer les étoiles accidentellement détruites par son père, le roi de l'univers. Pour ce faire, il poussait devant lui une curieuse boule adhésive sur laquelle s'aggloméraient tous les éléments du décor. On commençait donc par faire rouler sa boule sur des trombones, des fleurs, de petites choses, pour la faire grossir et grossir et grossir encore, jusqu'à pouvoir rouler sur les habitants d'un village, puis leurs véhicules, leurs maisons, et ainsi de suite. Un projet insensé, génial, né un peu par hasard avec le soutien de l'éditeur Namco. 会社から帰ってる時に歩いてたら降って湧いてきた天から降ってきた感じですね。なんかストレートな通し方じゃなかったんで、賄賂とかじゃなくて、なんかゲーム制作専門学校みたいなことを当時のナムコの中でやってて、その授業の一環としてゲームを作りましょうっていうもののネタとして、じゃあ塊魂をやりましょうかって。でそれである程度作れたんで、それを会社の偉い人に見せたら、じゃあやればっていう感じで進んだんで、まあまあスマートにいったんですよ。Pour Katamari Damacy, de nombreuses influences ont été avancées, mais son auteur a également sa petite idée sur le sujet. 塊魂を作りたいと思ったのは、ソニーでプレイステーション2かな、電線っていうゲームがあったんですよ。知ってます？知らないですよね。それ実際世に出なかったんですけど、だけどなんか電線に女の子がハンガーを引っ掛けてピョンって移動するゲームなんですよ。それがすげえ夢があるゲームだなと思って、でもそれもそういうの作りたいっていうのもあって塊ができたんですよね。Facile à prendre en main, plein d'humour, totalement original, doté d'une merveilleuse jouabilité, Katamari Damacy a rencontré un énorme succès d'estime et fut encensé par la presse. Après avoir plus ou moins participé à ses suites, Takahashi s'est attaqué à un nouveau projet encore plus original. Non, original n'est pas le mot qui convient. Un projet encore plus barré. Voilà qui est plus adéquat. Son nom, Nobi Nobi Boy. On s'allonge donc pour envoyer une jeune fille sur orbite en interagissant une nouvelle fois avec les objets du décor. Impossible de décrire correctement ce jeu qui se rapproche plus de l'expérience interactive non sensique que du jeu à proprement parler. Son auteur a d'ailleurs eu les plus grandes difficultés à faire passer ses idées. On le comprend. アイディアや、スタッフと喋りながら、面白そうだねっていうふうに出てきました。
よくわからないみたいな、本当にこんなんゲームになるのかみんな疑問だったと思います。だけどまあ当時の偉い人の何人かが気に入ってくれたんで、じゃあやってみればって。実際に面白くなっていくのにとても時間がかかって、で開発スタッフもこれを果たしてどういう形になるのかって最終形がなかなかみんな見えてこなかったことが大変だったかな。Le côté décalé de Nobi Nobi Boy contribua d'ailleurs à lui trouver un moyen de distribution sortant également des sentiers battus, le téléchargement. 会社はそのパッケージ販売がいいんじゃないかって言ってたんですけど、いやまあ新しいことをやりたかったってだけですね。あとなんだっけ、外国って有名なゲームじゃないと小売りに並ばないっていう話を聞いてたんで、実際塊でもそうだったから、じゃあダウンロードの方が敷居が低いのかななんて思ってたんですけど、高いですよね、敷居がね。みんな諦めてたんですよね。なんか俺がいくら言っても聞かないだろうし、なんかゲームの内容を理解してくれてる人が多分ほとんどいなくて、まあみんなは大抵の人は多くの人に遊んでほしいからこの価格設定でって言ってんだけど、多分そのくらいしないと売れないだろうっていうことがあったんじゃないかな。まあ結果として僕が安くしたかったからよかったんですけど。Des jeux comme Katamari Damacy ou Nobi Nobi Boy sont nécessaires au développement et à la maturité du média-jeu. Quel plus grand plaisir en effet que celui de se retrouver interdit devant un jeu qui nous enlève tous nos repères. Mais c'est quoi ce jeu? Un FPS? Un RTS? Un beat'em all? Un jeu de plateforme? Un puzzle game? Non, c'est autre chose. C'est nouveau, intriguant, déconcertant et fun. C'est un jeu vidéo en fait. On se demande d'ailleurs pourquoi Takahashi Keita a fini par travailler pour ce média. Qu'est-ce que le jeu vidéo a en plus des autres médias? 難しい質問ですよ。言っていいの？なんだろう、インタラクティブ性じゃないですかね。ゲーム自分が操作してモニターの中で動くものってゲームにしかないものですし、そこをもっとみんな突き詰めればいいなって思います。Et tout de suite, c'est Temps perdu, le temps perdu de Nicolas Robin. D'ailleurs, qui doit faire à son travail pendant son temps perdu. Il a un travail, Nico? Ouais. Oui. Non, parce qu'il a beaucoup la barbe, tout ça. Des fois, il vient, il traîne là. Je sais pas s'il est à la NPE ou... Voilà. Puis enfin, en tout cas, l'émission, si le speak a été fait. Parce qu'il faut avoir le temps d'enregistrer le speak. Parce que des fois, le temps perdu, il est fait un peu dans la journée. Hein. Bon, c'est normal. À No Life. Bonjour. Comme tout le monde, vous aimeriez payer vos courses moins cher. Mais aujourd'hui, moins cher, c'est déjà trop cher. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais moi, parfois, je tombe sur des trucs tellement cool que j'en reste sans voix. Pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, je suis tombé sur l'intro de ce fort beau point and click Morningstar.
Voilà, c'est à peu près l'effet que ça m'a fait. Remarquez, heureusement que ça n'arrive pas tous les jours. Ça serait quand même bien triste une télé sans voix off. C'est vrai, c'est super important une voix off. Ça permet de dire des choses aussi essentielles que, au hasard, Spielberg est la nouvelle merveille de Edwin Macmillan, ou alors de dire que ici, il s'agit de contrôler une petite boule pour l'aider à s'échapper d'un laboratoire dirigé par un scientifique forcément fou. Ou même de dire que le jeu il est super beau, bien réalisé, bien fun, mais que c'est quand même un peu crade, et de n'avoir comme seul pouvoir de pouvoir justement avaler ou recracher à volonté son vomi. Vous voyez, la voix off, on ne peut pas s'en passer. J'irais même jusqu'à dire que sans elle, il n'y aurait plus de télé. Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, l'intérêt de la voix off, c'est de réfléchir à notre place justement. Car nous, à la télé, on sait bien que vous n'êtes pas capable de vous faire votre propre avis. Alors du coup, on plaque des images et on vous donne le nôtre. Je reconnais que ça fait un peu peur, que ça ressemble un peu à la manipulation, mais c'est pour votre bien. Alors écoutez-moi bien. Today I Die, de Daniel Benmergui, est un miracle vidéoludique et vous devez y jouer. Vous devez y jouer car cela vous fera passer un moment agréable, beau et poétique à la fois. Et ce temps-là, vous ne le regretterez pas, car vous savez bien que pour gagner plus, jouer plus. Tout de suite dans 101%, c'est Retro Magic. Et Retro Magic, c'est une émission qui a été faite par plein de gens. Parce qu'il y a Julien Pirou qui écrit la plupart du temps, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi par Otaku qui a beaucoup donné de sa personne, parce qu'il avait fait un jeu un peu... Enfin, qui lui va bien, quoi. Il y avait quoi d'autre? Il y avait Z qui travaille sur l'émission. Z, la personne que vous n'avez jamais vue. Et si vous l'avez jamais vue, c'est qu'il y a peut-être bien une raison. Il y a Alex qui a bossé dessus, enfin des fois, parce que des fois il oublie. Et puis Julien Pirou, donc, qui a fait le gros de l'émission. Et Julien Pirou, je sais pas si vous vous rappelez, au début de No Life, il y a 2 ans de ça, il était gros. Hein. Bon, c'est pas méchant, hein, mais c'est vrai qu'il avait des bonnes joues, il ressemblait à un petit hamster jovial roux. Hein. Et maintenant, il a bien maigri et ça lui va bien. Donc Julien, plein de bisous, ça te va bien. Alors, le truc, c'est... Bon, vu qu'on est dans un 101% un petit peu langue de pute, hein, je vais vous dire pourquoi il a maigri. Julien Pirou a maigri parce que en fait, il y a mois d'août dernier, on a fait un voyage scolaire de No Life avec tous les gens de No Life et on est allé en Russie parce qu'en Russie, c'est le pays du jeu vidéo, hein, quand même, hein, Tetris quand même. Donc nous, on est arrivé en car et tout le monde était content. Alors Julien Pirou était un petit peu gros encore, hein, quand même. Et on dit on va visiter des musées et tout ça. Et alors lui, il a fait non, moi la culture ça m'emmerde, je vais aller voir les putes. On a fait vas-y tout seul, hein. Et nous on est parti comme ça. Et il y a que la cave qui a fait je vais voir. Et la cave l'a accompagné. Ah oui, parce que tout le monde les confond, c'est parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Hein. Ah oui, Pirou et la cave, c'est cul et chemise, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Et alors ils sont allés dans un bordel et Julien Pirou a attrapé une hépatite. Voilà. La cave non, parce que lui il avait bien choisi. Hein. Il avait pris une fille. Le problème c'est que sur le retour. Julien a bu dans une bouteille d'eau, l'a donné à la cave et... Voilà. Donc depuis, ils s'en veulent, c'est pas possible. C'est pour ça qu'ils font tous les deux la même émission. Parce qu'ils cherchent à prendre la tête de l'antenne. Hein. Je sais pas qui gagnera, hein. Sûrement celui qui a les lunettes. Lors d'une précédente émission, nous avions évoqué le nom de Doug TenNapel, dessinateur de comics et créateur d'Earthworm Jim. Mais celui-ci ne s'est pas contenté de décliner son style graphique complètement barré à ce seul personnage. Au milieu des années 90, après avoir quitté Shiny Entertainment, il part travailler chez DreamWorks Interactive, sur une série de jeux se déroulant dans un nouvel univers, moins cartoon mais beaucoup plus malléable, celui de Neverhood. Sorti sur PC en 1996, The Neverhood est un jeu d'aventure point and click dont la particularité est d'avoir été réalisé entièrement en Claymation. Cette technique d'animation image par image permet de donner vie à un univers surréaliste, entièrement composé de plasticine.
On y incarne Clayman, héros malgré lui qui devra sauver Oborg, le créateur de ce monde, du joug de l'infâme Clog rendu fou par le pouvoir. Concrètement, le joueur devra traverser plusieurs environnements contenant puzzles et objets divers et tenter de comprendre les mécanismes saugrenus qui régissent cet univers. L'aventure est régulièrement ponctuée de déplacements à la première personne et de cinématiques animées délirantes. Il est également possible de ramasser des disques disséminés dans les niveaux pour comprendre progressivement l'histoire au travers de séquences en dessin animé. Quant aux chroniques de Neverhood, encyclopédie biblique imaginée par TenNapple, elles sont consultables dans une salle de 38 écrans de long. Malgré son originalité et l'aspect cartoon sous acide de ses personnages, le jeu ne sera pas vraiment un succès, le genre du point and click étant à l'époque en perte de vitesse. Il sera néanmoins porté sur PlayStation, mais uniquement au Japon. Délaissant le côté exploration de son prédécesseur, Skull Monkeys sort dans le monde entier sur PlayStation en 1998. S'il se déroule dans le même univers et utilise les mêmes techniques, le jeu est maintenant orienté 100% plateforme et composé d'une vingtaine de niveaux. On y retrouve l'ignoble Clog, qui après avoir atterri sur la planète Iznak, a convaincu les Skull Monkeys de construire une arme terrible pour détruire Neverhood, l'engin diabolique numéro 9. Il faut un engin diabolique. Rapatrié de force, Clayman reprend du service pour arrêter Clog. Toujours entrecoupé de cinématiques animées, le jeu est de facture classique. On se débarrasse des ennemis en leur sautant sur la tête, tout en récoltant un maximum d'items. Ceux-ci vont des boules de pâte à modeler aux oiseaux à tête chercheuse, en passant par les hamsters de protection. Le jeu n'hésite pas à verser parfois dans le gore soft et l'humour scato avec ses persos mutilés ou des pouvoirs à base de paix corrosifs. Les ennemis sont très variés et bien animés, en particulier les boss, à l'aspect souvent étonnant. À la manière d'Earthworm Jim, on trouve aussi par moments des phases de mini-jeux où le gameplay se voit modifié. Comme pour le volet précédent, la mémorable musique du jeu, à base de borborygmes et de chansons aux paroles improbables, est composée par Terry Scott Taylor. Sur ce point, celle de la salle des bonus, qui console le joueur et l'incite à faire acheter le jeu à tous ses amis, est entrée dans la légende. So show me to your pets, or show me to your pals. Malgré sa plus large diffusion sur la machine de Sony, le jeu passera plutôt inaperçu auprès des joueurs. Certainement en raison de sa difficulté élevée et de son univers particulier issu d'un premier jeu PC, et donc pas assez connu sur console. En 1999, l'univers de Neverhood est décliné une dernière fois sur la PS1 japonaise, avec Clayman Gun Hockey. En fait, il s'agit plus d'une exploitation des personnages que d'un nouveau volet. On y affronte 5 adversaires dans des parties d'air hockey à la Shufflepuck Café. Le poussoir est ici un canon permettant de tirer sur le palais et de l'envoyer plus facilement dans les buts adverses. Divers bonus ajoutent une part d'imprévu aux parties avec la possibilité de protéger temporairement son but ou de multiplier les palets envoyés. Le jeu est maintenant en 3D et bien qu'amusant et fidèle à la charte graphique d'origine, il se révèle vite répétitif et anecdotique. Si l'équipe d'origine n'a pas participé à ce jeu, elle passera elle aussi à la 3D avec Boombots, sorti la même année aux USA. Dans ce jeu de combat en arène, le joueur se bat à l'aide de robots créés par le professeur Peak pour contrer une invasion de la Terre par des chats extraterrestres. Si l'on retrouve bien les designs de TenNapple dans le look farfelu des robots et des courtes séquences en claymation, les phases de combat s'avèrent vite lassantes et trop basées sur la chance. Même si un Clayman en 3D est aussi débloquable en personnage caché, la magie n'opère plus, et l'on se prend à regretter le temps où chaque personnage jouable était animé à l'ancienne.
l'export des univers hors normes de Douglas TenNapel dans le domaine du jeu vidéo n'a donc pas toujours rencontré un succès public. Pourtant, comme ça a été le cas pour Earthworm Jim, on remarque aujourd'hui qu'une petite communauté de fans apprécie encore l'univers de Neverhood pour son humour, ses personnages ou sa réalisation technique. Ironiquement, ces jeux sont donc aujourd'hui assez durs à trouver, et Imaginarium, le CD de l'OST de la série, n'est principalement disponible que sur le site du compositeur. Dernièrement, des rumeurs sembleraient indiquer qu'un long métrage d'animation réalisé par TenNapel et basé sur le monde de Neverhood soit en production au sein du petit studio américain Frederator. Assisterons-nous prochainement à un retour de Clayman au cinéma et dans les jeux vidéo ? Seul l'avenir nous le dira. Cool. Voilà, ce 101% est terminé et tous les gens de No Life se disent « Oh putain, il a pas parlé de moi ». Voilà, bon, voilà, non. Nicolas Robin n'est pas à la NPE, non, Julien Pirou n'a pas de relation avec des hommes russes, non, et ils n'ont pas l'hépatite, ni lui, ni la cave, non, tout va bien, à No Life, tout va bien, à part moi qui suis une grosse pute. D'ailleurs, j'ai couché avec Julien Pirou.